Les années précédentes, on a fait du bon travail. Mais cette année, il faut qu'on mette la barre un peu plus haut. Regardez, ça devrait vous plaire, j'espère. Enlève-moi ce borgnole. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e direct. Aujourd'hui, nous allons tout savoir sur le son. Le son au service. J'ai le sentiment d'ailleurs qu'une coupure de son peut tout remettre en cause. Mais ça, on le comprendra tout au long de notre émission. On en fera la preuve, bien sûr. Alors, je disais donc, pardonnez-moi, que le son était très important. Le son est au service de la narration et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission avec plusieurs invités. Nous aurons également la joie de nous intéresser au processus de création du film, de voir l'importance des ingé-sons, comme on les appelle, pendant les tournages, mais aussi lors de la post-production en studio pour le mixage. Et nous passerons bien sûr par la case composition de musique de film qui reste dans nos têtes et qui nous rappelle beaucoup de souvenirs et souvent à la source de nostalgie. Tout de suite, je vous propose d'accueillir les deux premiers invités de cette émission. Il s'agit de Bernard Borel, qui est chef opérateur du son, et d'Hippolyte Richonnier, qui est réalisateur. On les accueille. Applaudissements. Bonjour, bienvenue. Bonjour Hippolyte, bienvenue. Soyez les bienvenus. Merci. On vient d'avoir par l'image et le son la preuve que c'est un élément fondamental, la prise de son, évidemment, qui donne une dimension à l'image. Alors, est-ce que finalement, après beaucoup d'expérience, puisque vous avez 25 ans au service du son, Bernard, quant à vous, est-ce qu'on peut dire que le son est un peu la dernière roue du carrosse aujourd'hui, malheureusement? Certainement pas. Le son, c'est quand même le support des dialogues, donc du sens, du discours. C'est aussi le médium de l'expression des sentiments, de la peur, des hésitations, du souffle, de tout ce qui est incontrôlé et donc un peu mystérieux, on va dire, moins évident que l'image, en tout cas. Pour vous, Hippolyte, en tant que réalisateur, quelle est la place de l'ingé son dans le tournage? Alors c'est vrai que l'ingé son a souvent cette place, on lui donne cette place de cinquième roue du carrosse, mais je trouve ça vraiment pas normal. Et nous, sur nos tournages, en tout cas, le son est vraiment au centre, voire même presque plus importante que l'image. On a eu la chance de voir plusieurs fois qu'un film, en fait, où le son est un petit peu bancal, pêche beaucoup plus qu'un film où l'image est un petit peu plus bancale. Donc on concentre toute notre expertise pour faire le meilleur rendu possible au son. Mais on a quand même le sentiment que l'ingé son sur un plateau est assez discret, voire même en retrait. Est-ce que finalement ce n'est pas un avantage? Probablement, mais je pense que cette qualité de discrétion, elle devrait être la qualité de tous les départements. C'est vrai qu'au son, on fait attention d'être discret. Ça nous permet effectivement d'être assez proche de la mise en scène, des comédiens, mais aussi de l'équipe image. Peut-être un petit peu effectivement derrière, mais certainement tout à fait présent en même temps dans les faits, dans le travail, dans la collaboration. Vous parliez de ce lien qui vous unit aux comédiens, aux comédiennes. Vous êtes un peu à l'avant-garde. Parfois, vous avez des discussions un peu indiscrètes parce que vous êtes les grandes oreilles un petit peu du plateau. Est-ce que les comédiens se lâchent, oubliant qu'ils sont sonorisés? Alors ça, oui, ça peut leur arriver effectivement d'oublier. C'est à nous de leur montrer, bien leur faire comprendre que nous sommes des alliés, donc d'une certaine manière, on filtre ce qu'ils peuvent raconter. Et dès qu'on entend quelque chose d'un peu indiscret, on va couper les micros. Mais on a aussi une relation plus directe avec les comédiens, très importante pour les comédiens, pour nous aussi, mais beaucoup pour les comédiens, pour les rassurer, les mettre en confiance, parfois leur donner un petit conseil s'ils le demandent, tout en respectant bien sûr la hiérarchie et l'importance de tous les départements. De votre côté, Hippolyte, je rappelle que vous êtes un ancien élève de l'ESSEC de l'Arfis. On vous doit notamment le dernier banquet. C'est un icône que vous avez réalisé, qui a été récompensé. Est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui de vous concentrer sur le son et pas sur l'image quand vous êtes en tournage? Alors ça dépend des prises, mais les prises où le son est du coup vraiment mis en avant, effectivement, on a d'abord le retour image que je regarde en direct, et ensuite je vais voir le réalisateur, excusez-moi, l'ingénieur du son. Je me concentre vraiment, je ferme les yeux totalement et on se concentre vraiment sur le casque, sur ce qui s'est passé, sur l'intonation de voix des acteurs, ce qui permet de faire des retours beaucoup plus précis et de parler plutôt avec des émotions
et de leur dire sur quel mot, pourquoi pas donner une intonation spéciale et compléter leur jeu. On va parler maintenant des repérages. Évidemment, avant les tournages, il y a cette phase incontournable pour faire un bon travail précis, de qualité, qui réponde au cahier des charges. Auparavant, on faisait un vrai repérage son. Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas et pourquoi peut-être ce n'est pas le cas? Alors, c'est peut-être un petit peu moins le cas. Ça reste très important. Ça dépend vraiment des projets. Certains projets où on va avoir la possibilité de faire un repérage important, d'autres un petit peu moins. Les repérages, ça sert à découvrir les décors. Ça sert aussi à rencontrer les équipes, à voir comment les équipes, la mise en scène et l'image en particulier appréhendent la séquence dans un décor. Donc c'est un travail d'équipe. C'est vrai qu'un certain nombre de problèmes liés au bruit d'environnement sont peut-être un peu plus facilement gérables aujourd'hui en post-production, et donc on est peut-être un petit peu moins vigilant et exigeant sur certains décors, mais nous on ne le prend pas comme un problème, plutôt comme une avancée, en tout cas une opportunité de pouvoir travailler dans des décors. Oui, j'allais dire, ça représente des avantages en fait. C'est ça, c'est ça. Et je pense qu'il faut le prendre de manière positive, en collaboration. Nous on discute beaucoup avec les mixeurs, avec les monteurs son, les monteurs directs, avec évidemment la mise en scène. Mais donc ça, c'est plutôt, nous on vit ça comme quelque chose de très positif, d'avoir des outils après qui permettent de conserver certains décors et du son direct dans des décors qui peut-être auparavant n'auraient pas pu être utilisés. À propos des outils que vous évoquez, il y a la post-synchronisation, c'est-à-dire passage en studio où on enregistre les voix et les illustrations sonores. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est plus de souplesse? Alors, quand on tourne, on essaye de ne pas penser à la post-synchro et de ne pas se dire « oh ben c'est pas grave, ça on le fera en post-synchro ». On ne travaille pas comme ça. Et les comédiens non plus d'ailleurs. Ça c'est un mythe de croire que les comédiens pourraient se dire « oh ben on fera ça après ». Mais de fait, la post-synchro, ça permet de rattraper des problèmes techniques, mais souvent, peut-être le plus souvent, ce n'est pas des problèmes techniques qu'on va améliorer en post-synchro, c'est du jeu, c'est des problèmes de texte, par exemple, qui n'ont pas été très bien écrits. Donc ça nous incite en retour, nous, chef opérateur du son, ingénieur du son, à être vigilants sur ce qu'on enregistre, pas uniquement la qualité de l'enregistrement, mais sur la matière sur laquelle on travaille, donc sur le texte, par exemple, mais aussi sur le jeu, puisque c'est quand même ça qui est le plus important, en collaboration avec la mise en scène. Vous qui êtes tous deux des professionnels, est-ce que vous êtes en mesure de détecter à la première image, au premier son, à la première mesure, quand il y a eu post-synchro et quand il n'y en a pas eu? Je pense que c'est quand même assez difficile de le dire quand ça a été vraiment bien fait, mais ça m'arrive souvent de tiquer un petit peu en regardant un film et de dire sur la labiale ou alors sur l'intonation par rapport au positionnement des lèvres, tout simplement, de me dire tiens, ça tique et ça a été fait après, ouais. Et vous, de votre côté? Moi, je pense que c'est surtout par rapport au jeu lui-même, plus que par rapport à des aspects techniques. Mais on sent certains comédiens vont être très très à l'aise en post-synchro, donc faire des choses formidables, d'autres beaucoup beaucoup moins. Et donc à ce moment-là, ça peut se sentir beaucoup. Oui. Bernard, pour terminer notre entretien, au cours de votre carrière, est-ce que vous avez peut-être vécu un épisode particulier, une anecdote à nous raconter, croustillante ou pas, mais une anecdote? Alors c'est vrai que les comédiens oublient souvent qu'on les entend et que tout le monde les entend. Il ne faut pas oublier que sur un plateau, il y a souvent une dizaine ou une douzaine de retours son. Donc un producteur, par exemple, peut très bien avoir un casque. Et les comédiens, une situation classique, c'est les voitures travelling. En voiture, les comédiens oublient complètement, ils sont dans une petite bulle fermée, ils sont deux, en général, ils se mettent très très vite à parler de choses personnelles, et donc tout le monde entend. Et donc là, on est embêté, parce que si on coupe complètement le son, le réalisateur nous dit là, on n'entend plus rien, tu peux remettre le son, s'il te plaît? Je ne sais pas. Et voilà, donc c'est effectivement difficile, ces moments-là. Voilà, donc un métier qui demande du discernement et le sens des détails, évidemment, et de l'écoute, bien évidemment. Merci infiniment, Bernard, d'avoir été avec nous. Hippolyte, vous restez à nos côtés. On va évoquer maintenant, dans la deuxième partie, la post-production sonore. Et je vous propose, pour débuter, de regarder 2 extraits d'un mixage que notre prochain invité, qui s'appelle Johan Vera, a réalisé. Le premier extrait est uniquement fait avec la prise de son en direct et le deuxième est passé en studio de mixage. Je vous laisse regarder la différence, on en parle juste après. Ce monde rempli de peine, d'angoisse, de doute, as-tu vraiment envie d'y retourner? Docteur?
Docteur? Ce monde rempli de peine, d'angoisse, de doute. As-tu vraiment envie d'y retourner? Docteur? Docteur? Avec nous, Johan Vera, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur du son spécialisé dans le mixage à l'image. Est-ce qu'on peut tout de suite avoir des explications sur ce que nous venons de voir et d'entendre? Alors, malheureusement, je n'ai pas mixé cet extrait, donc je ne peux pas vous donner les coulisses de la façon dont il a été post-produit, mais ce que j'ai pu en entendre, c'est une prise assez brute pour démarrer, sans notamment l'ajout des musiques, sans l'équilibre des voix. Et une fois mixé, on peut constater l'apport du travail sur ces éléments. Donc justement, quel est l'apport du mixage? C'est une l'apport. dimension supplémentaire qu'on apporte? C'est une dimension supplémentaire, c'est une dimension hautement narrative, puisque le mixage, c'est la mise en valeur des sons qui ont été amenés par nos collègues chefs opérateurs son sur le tournage, mais aussi par les monteurs son qui créent le décor sonore, qui habillent, qui équipent de toutes les images qu'on voit de nombreux sons. Mais après, la façon dont ces sons, on va les mettre plus ou moins en valeur, plus ou moins fort, eh bien, le spectateur va y prêter une attention plus ou moins consciente et une information plus ou moins importante va lui être transmise par ce biais-là. Bon, j'ai le sentiment quand même à vous entendre que c'est vous qui effectuez le travail le plus important, non, au niveau du son? Non, je crois que ça reste définitivement un travail d'équipe. Le travail de mixage a évidemment une place importante. Je crois que d'un point de vue créatif, si je devais donner une importance particulière à un poste, ça serait plutôt celui du monteur son. Mais évidemment, chacun de ces postes de la post-production intervient à un rôle technique plus ou moins important et créatif. Chacun s'équilibre, mais ça reste un travail d'équipe. Mais est-ce qu'on peut dire que vous apportez peut-être de l'épaisseur au son et vous suscitez davantage d'émotions aux spectateurs? On peut dire qu'on apporte en effet et de l'émotion et de l'épaisseur au son. Je pense qu'on n'est pas les seuls responsables de tout ça, puisque cette émotion, elle doit avoir été écrite en amont. On est là pour servir un propos, pour servir une vision. Et on ne peut pas l'amener si elle n'a pas été un minimum pensée avant nous, quand même. On dit souvent que le silence est la source de la musique. Qu'en est-il du silence dans les films, dans les productions, Hippolyte? Je trouve que le silence peut être parfois beaucoup plus bruyant qu'un son. C'est assez bizarre de dire ça comme ça, mais voire même plus parlant. Pour citer des exemples, j'ai un film qui m'a beaucoup inspiré par rapport à cela, au silence. C'est le film Akira, un film d'animation, dans lequel on a d'un coup une explosion d'une bombe presque nucléaire, et le son est coupé. On arrive au son zéro, et ça nous fait une boule dans le ventre, une sorte d'angoisse qui augmente, et je trouve que le silence, dans ce cas-là, explose nos oreilles, en fait. C'est sidérant. Pourquoi, selon vous, les spectateurs ne se rendent pas compte que c'est grâce à votre travail qu'ils ont tant d'émotions, tant de frissons? Eh bien, parce que je crois que le son parle à l'inconscient, tout simplement. On est, en tant que spectateur, beaucoup plus attentif, beaucoup plus réceptif de façon consciente à l'image. C'est comme ça. Notre sens visuel semble avoir parlé plus directement à notre conscience. Et le son est là toujours, mais on ne sait pas forcément qu'il est là, mais pourtant l'information qui nous a été transmise par son biais, elle a bien été intégrée, et on ne saurait pas dire parfois pourquoi on comprend mal ou quand on reçoit mal une émotion ou une information. On ne peut pas forcément dire que c'est le son qui manque à cette information qui manque, mais pourtant c'est souvent lui qui vient véhiculer ces informations indispensables qui ne sont pas toujours véhiculées par l'image. Et à l'opposé, si le spectateur capte le travail du son, c'est qu'il a été mal fait? On peut aller jusque-là, Hippolyte? Pas vraiment, parce qu'on peut aussi se dire waouh, le son est incroyable dans le détail, etc. Mais c'est vrai que souvent on a plus tendance à dire, à remarquer le son quand il est mal fait. Je trouve en tant que spectateur, quand on se place vraiment du côté du public,
se dire ah, ça nous froisse à cet endroit-là, plutôt de se dire ah, c'est super, là, c'est fluide en fait. Quand le son est hyper discret et le mieux il a été fait, en fait, le moins on le remarque et le plus c'est subconscient, en fait, justement. Hippolyte, comment vous travaillez avec l'ingé son et le mixeur, notamment, en studio? Déjà, le travail avec l'ingé son, donc sur le plateau, se fait vraiment à base de beaucoup d'échanges. C'est-à-dire que je vais le voir vraiment à chaque fois qu'on valide une prise, c'est la première question que je pose, c'est est-ce que le son est bon? Et puis une fois qu'il me dit oui, je vais quand même l'écouter, on le réécoute et puis on échange autour. Donc pour revenir par rapport à ce que disait Bernard sur le jeu d'acteur notamment. Et ensuite avec le mixage, déjà je laisse beaucoup de liberté. Et en général, je n'écoute même pas les premières versions. Enfin, je lui demande vraiment de travailler de son côté, sans même lui dire comment j'aimerais ressentir, comment j'imagine toutes ces choses-là. Et ça me permet de redécouvrir du coup quelque chose que je n'avais pas forcément imaginé, auquel je n'avais pas forcément pensé, et d'avoir de nouveaux points de vue. Et c'est un métier qui est extrêmement artistique aussi. Et il faut laisser les artistes faire leur travail et puis absorber de tous les éléments pour faire la meilleure chose possible. Le cinéma, c'est effectivement le plus beau métier des métiers parce que c'est un métier qui se fait ensemble. De votre côté, maintenant, un mot sur la musique de film. Oui. La musique, elle transcende tout. Ça Oui. apporte une nouvelle dimension. C'est presque un personnage. Elle est là pour raconter aussi des choses fondamentales, aussi parfois un peu inconscientes, même si on remarque beaucoup plus la musique que le travail du son en général. Évidemment qu'une séquence, en fonction de comment on va la mixer avec la musique, si on choisit de la mettre très basse, en gardant le son ambiant, ou si on choisit de la jouer complètement musicale, on va complètement transformer la façon dont le spectateur va recevoir la séquence. Et la musique est évidemment un élément capital. Eh bien, ça tombe bien parce que la musique, c'est le thème de notre troisième partie de cette émission consacrée au son. Alors, vous connaissez toutes les mélodies cultes, hein. On peut penser à la musique de Star Wars, de Jurassic Park, de La Reine des Neiges, d'Harry Potter. Ce sont des films qui laissent évidemment des souvenirs impérissables. Et avec notre équipe, nous avons assisté à un ciné-concert du côté de l'Auditorium de Lyon. Après la représentation et la projection d'un film culte de Charlie Chaplin que vous connaissez tous, The Kid, voici la réaction des spectateurs. On en parle juste après. Le film de Charlie Chaplin, la musique contribue à plus de la moitié de l'émotion que dégagent les films. Oh bah, ça rend les choses plus vivantes, c'est plus sympa, on est vraiment plus dedans. Essentiel, on peut regarder un film en n'écoutant que la musique. Elle contribue à développer les scènes, les émotions, tout ce qu'on peut vivre à travers les images. Oui, il y a une grande différence. Oui. C'est pas les mêmes vibrations, c'est pas le même spectacle. On a la qualité du son d'abord, sentir les instruments, sentir l'interprétation. Donc oui, bien sûr, il y a une différence. Oui, je vous conseille une expérience à l'Auditorium de Lyon. Ça change tout pour les yeux, mais bien sûr, surtout pour les oreilles. Avec nous, Théophile Hiver. Bonjour Théophile. Bonjour. Vous êtes étudiant en master pour devenir compositeur. Est-ce que vous avez déjà assisté à des ciné-concerts de ce type en tant que spectateur? Alors, en tant que spectateur, ça fait très longtemps que j'ai assisté à un ciné-concert. Et en effet, on ressent vraiment le fait d'écouter de la musique en direct, ça apporte une toute autre dimension que lorsque la musique est directement intégrée au film. Est-ce que vous pensez, pardonnez-moi, mais qu'un film sans musique est un film sans intérêt? Alors, il est tout à fait possible de faire des très bons films sans musique. Je pense qu'un exemple flagrant de cela est, par exemple, Les Oiseaux de Hitchcock. C'est un film qui n'a pas de musique. Et pourtant, on ressent cette oppression. En fait, quand il n'y a pas de musique dans un film, on est beaucoup plus proche de la réalité et on sort complètement de la fiction du film pour vraiment être au niveau des personnages dans le film, comme eux, ils le vivent. Et donc pour moi, c'est tout à fait possible d'avoir un très bon film sans musique. Réaction de Johan? Oui, je crois aussi qu'il ne faut pas réduire la présence ou l'absence de la musique à la qualité d'un film. C'est une composante sur laquelle le réalisateur ou la réalisatrice peut puiser. Mais je pense que c'est un choix fort de se passer de musique et que s'il est bien servi, le film peut être un chef-d'œuvre.
Mais vous êtes d'accord que la musique, elle donne une dimension incroyable, elle transcende les dialogues, elle donne une puissance incomparable. Oui, oui, bien sûr. Oui. Alors, il faut que lorsqu'on fait le choix de ne pas avoir de musique, pour moi, il faut vraiment que ce soit un choix délibéré et non un manque de moyens ou un manque d'envie. Pour moi, oui. Allez-y, allez-y, on va demander une réaction à Hippolyte, mais terminé. Oui, en effet, la musique tout doit être choisi, tout doit être contrôlé. La musique est là pour apporter quelque chose en plus, mais si elle n'est pas nécessaire, eh bien, on n'en met pas. Quelle place occupe la musique dans vos films, Hippolyte? Déjà, je suis totalement d'accord avec ce qu'ont dit mes deux camarades. Je pense qu'un film, en fait, c'est une idée artistique, c'est un objectif. Maintenant, oui, sans musique, ça peut desservir cet objectif. Mais la musique, on le voit quand même, je ne pourrais pas donner de stats, mais dans la grande majorité des films, on a une musique et c'est pas pour rien. La musique offre beaucoup de choses et c'est merveilleux en fait. C'est un art que j'aime tout autant que le cinéma pour dire, dans lequel j'adore progresser en même temps que faire de l'image. Et oui, la musique occupe vraiment une belle place dans mes films. Je suis vraiment inspiré et admiratif du travail de Damien Chazelle, par exemple, Babylone ou encore Whiplash. Ce sont des films musicaux qui tournent autour de la musique et je trouve ça vraiment merveilleux. Tout de suite, pour illustrer votre travail, Théophile, on va écouter un petit extrait d'une de vos compositions et on en parle et surtout, vous allez tout nous dire juste après. C'est dommage, hein, c'était trop court. J'ai adoré. Quelques commentaires de votre part. D'où est venue cette musique? Quelle a été votre source d'inspiration? Alors cette musique est issue d'un petit court-métrage qui a été fait par des étudiants de l'Université de Montréal. Et c'est un film qui est très poétique. On est presque à l'intérieur d'un rêve. Donc mon idée, c'était vraiment de trouver un thème qui soit très simple, très pur, et qui reflète la poésie du film qui a été fait par ces étudiants de l'Université de Montréal. Donc j'ai choisi le piano, qui est un instrument que tout le monde, qui est familier à tout le monde et qui parle à tout le monde, accompagné de simples cordes pour donner cette dimension très pure, très poétique. Et puis il y a des ajouts de sons. On a l'impression d'être dans la nature, en pleine nature. Alors le son, c'était pas ma partie du travail. Hein. Le son, il était déjà sur le film. Ça a été fait par les monteurs son justement. Mais oui, en effet, la musique vient pour accompagner aussi ces sons de la nature et cette atmosphère sonore poétique. Aujourd'hui, on peut dire que vous êtes fier du résultat? Surpris? Oui, j'étais relativement satisfait du résultat. En fait, mon objectif, c'était vraiment de faire un thème qui allait revenir et qui allait accompagner le personnage principal du film tout au long du court-métrage. Est-ce qu'on peut commencer par composer la musique et faire les images après, ou est-ce que c'est le contraire qui est l'habitude du métier? Alors d'habitude, c'est plutôt dans le sens contraire. On écrit le scénario, on filme, on fait le tournage, etc. Et le compositeur intervient après. Alors c'est pas toujours vrai. On a des exemples. Notamment, je prends peut-être le plus flagrant entre la relation entre Christopher Nolan et Hans Zimmer, où Hans Zimmer va commencer par faire la musique, puis ensuite le réalisateur va s'inspirer de la musique pour créer son film. Bon, c'est des choses qui arrivent, et heureusement qu'il y a différentes façons de faire. Mais dans la plupart des cas, c'est quand même dans l'autre sens, où d'abord le film est créé, puis ensuite le compositeur vient apporter sa musique sur le film. Réaction d'Hippolyte sur ce sujet. Dans quel sens on compose? Après ou avant? J'ai tendance à dire que oui, effectivement, on a tendance à le faire après, parfois par souci logistique, technique ou de production, mais je trouve ça presque plus intéressant de le faire avant et d'avoir la musique sur le tournage, notamment pour les acteurs. Quand on est acteur, on se retrouve avec... en fait, ça nous donne un pied d'accroche, la musique. C'est-à-dire qu'on arrive dans un univers, donc sur le plateau, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, on a du texte, mais le texte, il y a 1500 façons de le lire, de l'interpréter. Et la musique peut donner vraiment une émotion, un sentiment qui va aider l'acteur à
à plonger dans le rôle ou à peut-être l'aiguiller. Puis on peut aussi parler tout simplement de tout ce qui est comédie musicale ou encore des vieux films où la musique était faite avant ou même en direct et les acteurs jouaient avec cette musique en live en fait. Johan, sur ce sujet, toujours, quelle est votre position? Oui, je crois que mes collègues ont bien résumé un peu le propos, mais il y a des films qui peuvent exiger effectivement que la musique soit créée en amont, ce qui est plutôt rare, quand la scène va vraiment être extrêmement intriquée avec la musique. Moi, je me souviens avoir travaillé sur un film où une jeune comédienne se met à chanter, se met à danser sur la musique. Et donc là, il était nécessaire qu'elle soit créée avant même le tournage pour qu'elle puisse jouer avec. Donc voilà, il y a des exemples comme ça qui le nécessitent de façon impérative. On va parler de vos compétences en tant que compositeur et des outils aussi à votre disposition. Regardez sur notre plateau, nous avons des ordinateurs, mais aussi de vrais instruments. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le mieux pour un compositeur, c'est d'utiliser et de faire appel au talent de musiciens, du spectacle vivant, d'un orchestre? Est-ce que c'est encore possible d'un point de vue budgétaire, ou est-ce que c'est plus facile de tout faire d'un point de vue numérique et informatique? Alors, il faut arriver à prendre le meilleur des deux mondes. Le gros avantage du numérique, c'est qu'on arrive, avec les technologies, les logiciels actuels, à simuler complètement des instruments acoustiques. Donc, par exemple, c'est tout à fait possible de simuler numériquement un orchestre. Alors bien sûr, ça ne vaudra jamais une vraie performance d'un orchestre réel. Donc si le budget le permet et si tout cela a été pris en compte dans la production du film, il est toujours extrêmement bénéfique d'enregistrer un réel orchestre et ça apporte une plus-value réelle par rapport à une maquette. On appelle ça une maquette lorsque l'on simule numériquement. Mais oui, vraiment, l'avantage de la maquette, c'est de pouvoir montrer au réalisateur, montrer au producteur avant d'enregistrer, bah voilà, ça va ressembler à ça. Et ensuite, on enregistre. Donc ça, c'est pour les grosses productions où c'est possible de le faire. Et c'est là où ça prend vie, où la musique prend complètement vie. Et donc en tout cas, je préconise, bien sûr, il est toujours préférable d'enregistrer des instruments réels lorsque c'est possible. Oui. Et aussi, il faut avoir des compétences en musique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'appuyer sur des touches d'ordinateur, il faut savoir lire des portées, lire la musique, avoir des notions de rythme. Il faut d'abord être musicien avant d'être compositeur. Oui, alors tous les compositeurs ne sont pas forcément musiciens, mais c'est sûr que ça aide beaucoup d'avoir des compétences dans au moins un instrument. Et bien sûr, la théorie musicale est forcément nécessaire pour pouvoir composer de la musique, selon moi. Oui. Messieurs, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Je vais vous demander peut-être en une phrase chacun de résumer ou de donner des conseils aux élèves qui nous regardent en direct. On va commencer par vous, Hippolyte, ancien élève de l'ESSEC. Difficile comme question quand même, parce que le son est du coup quelque chose de très très vaste. En une petite phrase ou en un mot. Petite phrase. En un mot, le son, c'est magique et c'est sous-estimé. Parfait. Théophile, Johan? Alors moi, mon conseil, ce serait de foncer, de faire plein de projets, de rencontrer des gens et pour pouvoir se faire la main sur le plus possible de projets. C'est comme ça qu'on commence et c'est comme ça qu'on grandit. Merci beaucoup. Merci. Et de votre côté, Johan? Soyez passionnés. C'est des métiers magnifiques et le son est un médium incroyable. Merci infiniment en tout cas d'avoir été avec nous. On peut vous applaudir pour vos témoignages passionnants. Merci infiniment. Ça donne envie de toucher à tous les métiers et voilà le gros avantage de ces directs. Vous l'avez constaté tout au long de cette semaine. On a envie de toucher à tout, on a envie d'essayer l'image, le son. Et cet après-midi, on parlera de post-production, de montage. Vous verrez qu'on peut faire des effets spéciaux. Tout n'est pas là. Il faut bien sûr que l'image soit de qualité avant de se lancer dans le montage. On en saura plus. Merci à tous les invités, tous les étudiants, toutes les étudiantes. Et à vous, nombreux, n'oubliez pas de liker, de partager. Je compte sur vous. Voilà pour ce 5e direct. Rendez-vous tout à l'heure, cet après-midi. Je compte sur vous. Merci. Merci à tous.